Salut, c'est Thomas, nouvelle vidéo pour parler des deux types de parcours de transition médicale possibles en France, donc à savoir les parcours dits privés et les parcours dits publics avec des équipes pluridisciplinaires préétablies, histoire d'expliquer, si vous êtes un petit peu perdu, les différences entre chacune de ces options et leurs avantages et inconvénients. Ce qui vous aidera peut-être à savoir un peu plus vers quel type de parcours vous dirigez si jamais vous hésitez. Alors, attention, je le précise, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, ni vers qui vous tournez. Cette vidéo sert simplement à informer sur ces parcours en abordant entre guillemets les gros points les concernant. Ce qui peut ou a pu me convenir à moi ne conviendra peut-être pas forcément à d'autres selon leur situation. Je vais diviser les deux parcours en plusieurs critères qui me semblent assez importants. Les critères d'éligibilité du parcours, les temps d'attente, les délais possibles entre chaque étape, le choix des médecins, est-ce que le parcours est réputé pour être plus ou moins trans-friendly ou pas, et les tarifs / remboursement et prise en charge. Sans plus tarder, on va attaquer par le parcours dit privé. C'est le parcours qui est considéré comme étant le plus trans-friendly, souple, flexible et entre guillemets à la carte parmi les deux types de parcours, parce qu'il vous sera possible de choisir chacune de vos médecins, donc psy si jamais vous souhaitez avoir un suivi. Je rappelle que le suivi et les attestations ne sont en théorie en tout cas pas nécessaires. Endocrinologue, chirurgienne, etc. Il n'est pas nécessaire que toutes ces personnes aient un lien entre elles, dans le sens appartenir à la même équipe ou hôpital ou CHU. Et vous aurez aussi généralement davantage de liberté dans le choix et mise en place des types de traitements et des procédures souhaitées. En termes de critères d'éligibilité, ces derniers peuvent varier d'un professionnel de santé à l'autre. En général, ça reste plus souple que dans le public. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de contre-indication médicale pour commencer un traitement hormonal et ou vous faire opérer si vous souhaitez passer par la case chirurgie, il n'y a pas, ou plus rarement en tout cas, d'exigences spécifiques autres qu'un consentement de la personne majeure ou de celui des responsables légaux si la personne trans est mineure. Il n'y a pas vraiment de critères moraux, on va dire ça comme ça, supplémentaires, ou en tout cas, si vous tombez sur un ou une médecin comme ça, ou qui carrément va être transphobe, vous pouvez tout à fait vous barrer, aller voir ailleurs sans trop de problèmes. Les délais d'attente seront généralement plus courts dans le secteur privé, ils seront souvent déterminés par la disponibilité des professionnels de santé. Dépendamment d'où exerce le ou la pro de santé, on sera en général sur des délais de plusieurs semaines à plusieurs mois. En parlant de délai, je vais parler du délai entre chaque étape. Ça va dépendre de vos besoins, envies, budget, je reviendrai sur ça après, et encore une fois, des disponibilités des praticiens, praticiennes, mais par exemple, ce serait possible dans le privé de commencer la testo et de faire une mastectomie 6 mois après, ou bien de la faire avant de commencer les hormones. C'est pareil avec le parcours privé, c'est un petit peu vous qui allez choisir l'ordre des étapes de vos transitions. Alors, dans la mesure du possible, certaines interventions nécessiteront d'être hormonées, parfois depuis un certain temps quand même, avant de pouvoir être faites. Je parlais de budget juste avant, les parcours privés sont accessibles à toute personne qui peut se permettre financièrement les coûts associés à ce dernier, parce que ces services ne sont pas nécessairement forcément pris en charge intégralement par la sécurité sociale ou les mutuelles. Les tarifs des consultations et opérations vont varier selon les praticiens-praticiennes, s'il y a des dépassements d'honoraires par exemple. Après, il y aura un reste à charge plus ou moins élevé, dépendamment de si vous avez une mutuelle, une ALD 31 ou bien la CSS ex-CMUC. Il y a une vidéo qui détaille toutes ces histoires de remboursement, je vous mettrai ça en barre de description si besoin, pareil pour la ALD si vous ne savez pas trop ce que c'est. Mais en gros, c'est pas parce que c'est du privé que vous allez tout payer, que tout sera à votre charge. Perso par exemple, j'avance les frais pour mes rendez-vous en doc, mais je suis remboursé ensuite par la sécu et ma mutuelle. Pour mes bilans sanguins et les injections chez mon infirmière, il y a le tiers payant, donc j'avance absolument rien. Pour vos hormones, à moins d'être sous un traitement qui n'est pas remboursé par la sécu, type androgel ou Nebido par exemple, que vous soyez dans un parcours privé ou public, il y aura un remboursement qui sera fait, donc pour l'androtardil ou les oestrogènes, je ne vais pas tous les citer, mais il n'y aura pas de problème. Le seul truc qui va vraiment changer côté budget, ce sera les dépassements d'honoraires pour les rendez-vous, le laser ou l'électrolyse, et surtout pour les chirurgies. Ou dépendamment des mutuelles et de si on vous réclame une entente préalable ou pas, il y aura un reste à charge plus ou moins élevé. Ce sera surtout ce point-là qui sera le gros désavantage des parcours privés, et dépendamment des gens aussi, le fait que ça force à devoir faire ses propres recherches et prise de rendez-vous en solo. Second type de parcours possible, le parcours dit public. Alors, techniquement, il y a deux possibilités pour ce parcours public. Soit ça va fonctionner un petit peu comme le privé, en gros vous trouvez un ou une médecin ou chir qui bosse en CHU / hôpital public, et juste les délais seront plus longs et il n'y aura pas de dépassement d'honoraires, ce qui fait qu'il y aura un remboursement intégral, voire pas d'avance de frais tout court. Soit vous passez par des équipes pluridisciplinaires préétablies qui, pour simplifier, vont être spécialisées ou se dire spécialisées dans la prise en charge des parcours de transition.
Ce seront des équipes de médecins qui travaillent ensemble en milieu hospitalier public, et ces équipes seront composées de psychiatres, d'endocrinologues, de gynécos et de chirurgiens-chirurgiennes. Dépendamment des équipes, on pourra également retrouver des phoniatres, des psychologues et ou d'autres professionnels de santé pouvant intervenir dans une transition. Il y a quelques équipes / pôles comme ça en France. Alors, c'est un petit peu compliqué de parler de ces équipes sans évoquer l'histoire qui s'y rattache et l'héritage qu'elles ont. Anciennement, on parlait d'équipes dites officielles et de SOFECT. Alors, rapide point sur la SOFECT et ses équipes dites officielles, parce que je ne suis pas forcément certain que tout le monde sache à quoi ça fait référence, surtout si vous êtes un ou une bébé trans. La SOFECT, pour Société française d'études et de prise en charge du transsexualisme, était une organisation de médecins autoproclamés spécialistes qui suivaient des personnes trans. Elle s'est auto-dissoute en 2019 pour former une nouvelle organisation nommée FPATH, puis Trans Santé France. Alors, sur le papier, cette dissolution a été faite pour venir faire rupture en quelque sorte avec les pratiques antérieures de la SOFECT. Pratiques plus que douteuses, je ne vais pas tout citer parce que c'est pas le but de la vidéo et ce serait trop long, je vous mettrai quelques liens en barre de description si vous souhaitez en apprendre davantage, mais de 1, ça maintenait une psychiatrisation très forte des parcours trans avec au moins 2 ans, parfois un petit peu moins, parfois plus de suivi psychiatrique, sans traitement hormonal ni opération pour permettre à la personne de faire ce qui était appelé une expérience de vie réelle. De 2, il y avait une grosse restriction d'accès pour entamer une transition, pour ne citer que quelques critères comme ça, il ne fallait pas être marié, ne pas avoir d'enfants mineurs, ne pas être trop gros ou trop grosse, ne pas être séropo, ne pas être TDS, être hétéro, avoir au moins 23 ans mais ne pas être trop vieux ou trop vieille, correspondent aux stéréotypes de genre, aka les petites filles qui jouent à la poupée et les garçons qui jouent à la petite voiture en étant enfant en gros. Être cispassable ou jugé comme pouvant être cispassable une fois hormoné, il était question de crédibilité esthétique dans le genre d'arrivée, et vouloir le package total, hormones plus toutes les opérations possibles et imaginables, sinon t'étais pas vraiment trans. Votre cas est la prise de décision pour accepter, refuser, repousser le passage d'une étape, se faisait de manière collégiale en plus. De 3, il y a des médecins qui volontairement dosaient mal les THS et ou donnaient des médocs dangereux type androcure, ou bien faisaient de la merde niveau OP, avec parfois malheureusement des conséquences pour les patients-patientes, à savoir devoir repasser sur le billard, ou bien avoir des séquelles un petit peu plus graves. Et de 4, il y a eu des tentatives d'intimidation sur les praticiens et praticiennes du privé qui ne suivaient pas le protocole de la SOFECT, en les menaçant de les radier de l'ordre des médecins. C'est entre autres pour cette raison que les gens n'utilisent pas les noms complets des médecins en public encore aujourd'hui. Il y a également une volonté de bloquer entre guillemets, l'accès au remboursement des soins de transition des personnes qui ne passaient pas par leur équipe. Les fameuses ententes préalables qui vous refusent la prise en charge de votre MAMEC, par exemple, encore aujourd'hui, quand bien même c'est illégal, parce que vous n'avez pas 2 ans de suivi psy et ou d'accord tripartite, viennent de leur protocole à eux. Voilà, bon, je vais pas forcément refaire l'histoire de la SOFECT, ni citer tout ce qui n'allait pas avec cet orga. Juste sur la fin, ils prenaient en charge plus que 20% des personnes trans, parce que toutes les personnes qui pouvaient se permettre de passer en privé le faisaient, ou utilisaient des outils d'autosupport pour éviter les équipes de la SOFECT. Donc il y a eu un rebranding de fait en Trans Santé France. Perso, je vais être transparent à 100%. Je suis absolument pas capable de vous dire si les équipes pluridisciplinaires qui existent encore aujourd'hui en 2024 maintiennent ces pratiques ou pas. Déjà parce que je suis jamais passé par ces équipes pour ma transition, la SOFECT était en place lorsque j'ai débuté et terminé ma transition, et il est absolument hors de question que je passe par eux. Et ensuite parce que ce sera propre à chaque équipe et ou médecin et que je les connais pas tous. Juste, ces équipes sont héritières de ces pratiques et protocoles. Certains pros de santé qui faisaient partie de la SOFECT continuent d'exercer encore aujourd'hui et font toujours partie de ces équipes, donc voilà, bien se renseigner avant et avoir des retours directs de personnes trans qui sont passées par ces équipes, si jamais on vous redirige ou vous vous redirigez vous-même ou vos parents si vous êtes mineur, vers une de ces équipes pluridisciplinaires du public. Voilà. Autre chose, c'est pas parce qu'un ou une pro de santé fait partie du public qu'elle sera forcément membre de Trans Santé France ou FPATH, je pense que c'est important de rappeler ça aussi. Quelques infos généralistes pour le public. Le choix des médecins, si vous passez par des équipes pluridisciplinaires préétablies, seront souvent limités aux professionnels travaillant dans ces structures préétablies. Ce sera un petit peu un package clé en main. Ça a l'avantage de vous éviter d'avoir à chercher le nom des médecins, mais en contrepartie, notamment pour les chirurgies, si vous voulez un résultat bien précis, ce ne sera pas forcément quelque chose qui pourra vous convenir, quoi. Ça ne veut pas dire que le ou la chir sera mauvaise, il y a aussi des mauvais médecins en privé, mais vous aurez moins de marge de manœuvre, quoi. Les temps d'attente sont bien souvent significativement plus longs dans le public que dans le privé, ça vaut pour les délais de rendez-vous et pour les listes d'attente pour les opérations. Comptez quelques mois d'attente pour le privé et entre 1 à 5 ans selon les opérations et chirurgiens-chirurgiennes dans le public.
ce qui impacte le délai entre chaque étape de transition, et comme je le disais, même sans ces listes d'attente, il y a de toute façon, selon les équipes, un protocole qui exige un certain délai entre chaque étape parfois, donc c'est aussi à prendre en compte. En termes de critères d'éligibilité, bon, j'ai déjà abordé le truc, encore une fois, ça va dépendre grandement des médecins et ou des équipes. En général, il y a quand même encore aujourd'hui des demandes de suivi psy plus longues que dans le privé, et en regardant rapidement sur le net, j'ai vu par exemple que le CHU de Nancy réclamait encore une expérience de vie réelle, donc voilà. Côté tarif et remboursement, c'est le gros avantage des parcours publics. Une grosse partie des frais peut être pris en charge par la sécurité sociale. Je dis une grosse partie parce qu'encore une fois, certaines dépenses peuvent rester encore à la charge de la personne. Par exemple, le boléro, les THS non remboursés par la sécu, une partie du laser ou l'électrolyse, le transport pour se rendre au rendez-vous, etc., etc. Grosso modo, ce sera ça les différences entre les deux types de parcours de transition médicale en France. Dernière info, c'est possible de basculer d'un parcours à l'autre. Par exemple, faire la majorité de sa transition dans le privé, puis se diriger vers le public pour faire une phallo, une méta, une vulvo, une vaginaux, que sais-je. C'est aussi possible de passer du public au privé, ou bien de mixer les deux, avoir un suivi endocrinien en privé et de faire une opération dans le public par exemple. Il faut aussi savoir que certaines pros de santé font à la fois du privé et du public, et ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Ce sera surtout le délai d'attente et le prix qui rentreront en compte pour faire un choix, hein. Malheureusement, on est sur une médecine un petit peu à deux vitesses. Si vous avez les moyens de payer ou d'avancer les frais, ça ira forcément plus vite et vous aurez davantage de choix. Si c'est pas le cas, il faudra malheureusement se montrer patient ou patiente. Encore une fois, c'est pas à moi de vous dire vers quel type de parcours vous dirigez, ça dépendra de vos possibilités financières, de patience, d'attente souhaitée, etc., etc. Mais dans les deux cas, renseignez-vous bien pour que ça se passe le mieux possible pour vous. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour du sujet. Comme d'hab, si jamais vous souhaitez réagir, partagez votre expérience, la section commentaires est faite pour ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!